Alerte enlèvement. Le podcast, enfin disponible. Un enfant a été enlevé. Pour l'instant ici, surtout une inquiétude qui grandit d'heure en heure dans le quartier où je me trouve. N'agissez pas seul. Elles ont été retrouvées saines et sauves il y a un peu plus d'une heure. Alerte enlèvement. Le podcast. Votre mobilisation est essentielle. Christine Angot, le mot juste, la pensée acérée, transmute le réel en littérature qui nous parle si bien de nous en parlant d'elle. Ce soir, le divan de Marc-Olivier Fogiel accueille un monstre sacré. Pas d'obligation à en finir. Bonsoir Christine Angot. Bonsoir. Pas d'obligation à en finir. Est-ce que vous avez déjà commencé ce travail d'analyse dans la vraie vie, pas sur un plateau de télévision? Bien sûr. Et vous avez fini? Non. Encore beaucoup de choses à mettre en place? Non, c'est pas ça. Mais si vous voulez, dans la psychanalyse, vous avez ça. La possibilité d'être, quand vous voulez, en rapport avec votre inconscient. Donc c'est quand même... je vois pas pourquoi il faudrait s'en priver. Là, je vais pas aller dans votre inconscient. Dans votre conscient, je vais essayer de vous faire raconter votre parcours, un parcours absolument incroyable. Écrivain, pas écrivaine, vous n'aimez pas le mot. C'est vrai. Auteur à succès d'une vingtaine de romans, de récits, de pièces de théâtre, adulé par certains, cloué au pilori par d'autres. Une personnalité, comme on dit, clivante. J'ai un peu l'impression qu'il y a deux Christines qui coexistent en vous, la Christine révoltée des plateaux de télé et la Christine fragile, abîmée dans l'enfance par son propre père. L'écrivain star que les éditeurs s'arrachent, et l'ado qui a grandi dans une ZUP de Châteauroux, celle qui a tant de mal à écrire, mais celle aussi qui, sans l'écriture, aurait tant de mal à vivre. C'est tout ça dont on parle aujourd'hui. Est-ce que ça vous va? C'est-à-dire que, de toute façon, par mon père et ma mère, je suis déjà de deux ascendances différentes, puisque ce sont de deux milieux très différents l'un et l'autre. Donc forcément, il y a deux pistes qui se rencontrent à l'intérieur de moi. Voilà. Et dans des circonstances assez particulières, donc on va essayer de comprendre ça. Je dois vous dire que je suis un peu impressionné ce soir, Christine, parce que je vous aime beaucoup, et en même temps, il faut vous apprivoiser, parce que vous avez une faculté à griffer. Non, c'est parce que je ne crois pas que j'ai une faculté à griffer, c'est pas du tout ça. Disons que quand il y a un rapport à mon travail, voilà, je ne fais pas de mondanité. En tout cas, à la télé, vous êtes vrai, vous êtes cash. De temps en temps, il y a des clashs. Pour être franc, je ne les redoute pas beaucoup, mais en même temps, je sais que vous en êtes capable. On va commencer par un moment un peu fort d'une émission de télévision. Vous allez voir, ici, ça sera tout l'inverse. Ici, ça sera doux. Là, c'était un peu violent, Christine. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que quand je suis abordée de manière douce, j'ai aucune raison de m'énerver comme ça tout d'un coup. S'il y a quelque chose qui peut paraître un tout petit peu brutal quelquefois, c'est en général parce que il y a eu une mauvaise foi, il y a quelque chose que je rencontre et je n'ai pas envie d'entrer dans ce genre de discussion. Donc forcément, je préfère fermer. Comme là. Il n'y a rien à dégraisser avec Angot, oui. Et puis, à partir de là... Dans le prochain bouquin, il y aura marqué il a essayé de me draguer, mais j'en veux pas. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y aura marqué dans le prochain bouquin. Voilà. Et ensuite... Continuez. Écoutez... Il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin. Stop. Stop. Pourquoi, Christine? Je crois que vraiment, ça ne m'amuse pas, quoi. Mais pourquoi? On s'amusait bien, nous? Moi, non. C'est un très, très, très mauvais souvenir. C'est vrai? Très mauvais souvenir. Parce que? Deux choses. Un, je déteste Baffy. Bon, ça, c'est comme ça. Cette vulgarité, tout ça, j'ai toujours eu du mal avec cette très grande vulgarité. J'aime pas du tout ça. Ça, c'est un premier point. Donc, oh là là, la pétoche, tout ça... vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Mais la vérité, c'est que ce qui m'a fait partir, c'est pas cette vulgarité-là, parce que j'en ai connu d'autres, des vulgarités.
C'est pas ça qui m'a fait partir. C'est la phrase de celle qui dit « il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin ». Et pourquoi ça m'a fait partir ? Parce que, entre deux livres, je peux vous dire que j'ai la conviction qu'en effet, il n'y aura pas de prochain livre et que je n'arriverai plus jamais à écrire. Donc quand elle dit ça comme ça, d'une manière mondaine, « ah bah oui, il n'y aura peut-être pas de prochain bouquin », en fait, elle dit quelque chose qui correspond à une angoisse, mais radicale. Et je ne vais sûrement pas en parler avec eux là. Alors j'espère que vous m'en parlerez tout à l'heure, parce que je comptais vous en parler justement de la difficulté entre deux livres pour vous à pouvoir vous remettre à l'écriture, à pouvoir être sûr que vous avez encore quelque chose à raconter. Je propose de commencer par une chanson. On peut dire, Christine, que cette chanson, elle est assez représentative finalement de votre travail d'écrivain. Vous écrivez à la première personne, tout en vous défendant d'être dans l'autobiographie. Oui, en effet. J'aime bien cette chanson. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Il faut arriver à se débarrasser de ce qu'on pense, en fait, pour être seulement dans ce qui est. Ce qui existe pour nous tous. Hein. Et à un moment donné, c'est acquérir la conviction qu'un sentiment, par exemple, qu'on éprouve, eh bien, ce sentiment, si on veut le décrire, on acquiert la certitude que ce sentiment, tout le monde le ressent exactement de la même façon. L'amour est vécu par chacun de nous, eh bien, c'est l'amour, il est vécu de la même façon. La déception, c'est la déception pour tout le monde. La joie, c'est la joie pour tout le monde, etc. Pour chacun, c'est vécu de la même façon, quelles que soient les différences de biographie, justement. Mais dans votre biographie, par exemple, quand vous écrivez, notamment, alors évidemment dans l'Inceste, en 1999, vous nommez les personnages par leur vrai nom au risque de procès. Vous allez même jusqu'à reproduire intégralement la lettre de l'avocate des éditions Stock pointant tous les passages à risque. Vous pouvez m'expliquer ce qui vous pousse à aller jusqu'à ce point de vérité? C'est-à-dire que, à un moment, vous regardez une page et vous sentez que la page est vivante. Voilà. Que ça vit. Ça, chacun le sait. Tout le monde a ouvert des livres et a eu envie de les refermer, les a refermés, ou s'est forcé à les lire en s'ennuyant. Bon. Mais il y a des livres où ça vit. Il y a quelque chose qui vit. La page vit. Pour ce qui me concerne, j'ai pu constater que la page vivait souvent à partir du moment où il y avait un nom propre, comme ça. Donc tout d'un coup, il y avait quelque chose de très, très, très vivant. En fait, la question, c'est pas vrai ou pas vrai dans un roman. C'est vivant ou mort. Et c'est vivant quand vous y mettez de vous-même, au risque d'être condamné, par exemple. Vous avez été s'il faut être condamné, on est condamné. En 2008, à la suite de la publication du Marché des amants, vous êtes obligé de dédommager, après l'accord, à hauteur de 10 000 € Élise, l'ex-femme de votre nouveau compagnon Charlie Clovis, qui a reconnu une partie de sa situation personnelle. Vous vous dites, s'il faut en passer par là, c'est pas grave. Si, c'est grave. C'est grave. Ah bah oui, c'est grave. Si moi je connais une vérité et que je suis écrivain, alors, si cette vérité que je connais et que je souhaite écrire, parce que mon travail c'est d'écrire et d'écrire une vérité, alors je vais dire, oh ben non, je vais plutôt écrire une fausseté. Non, une vérité, parce que sinon, je vais avoir un procès. Une vérité un peu habillée. Vous pouvez changer, habillée, vous pouvez changer les prénoms, vous pouvez... Ah, mais je l'avais fait.
Je l'avais fait dans le livre qui a été attaqué. Absolument tout était modifié. Les adresses, les noms, les prénoms, les métiers, etc. Après, s'il y a de la mauvaise foi, moi, j'y peux rien. Et donc, quand vous reprenez la plume, par exemple, pour Les Petits, 3 ans après, là encore, on vous accuse d'atteinte à la vie privée familiale. Cette même Élise, là, vous comparaissez, et là encore, vous devez verser 40 000 €. Je précise quand même que c'est l'éditeur qui les verse. Hein. Mais si on parle vraiment de ça, je vais... Vous savez, ça, c'est vraiment le sujet. J'ai les doigts tout froids. C'est vrai? Ah oui. Mais pourquoi? Je comprends pas. Parce vous pouvez parler de l'inceste autant que vous voulez. On va en parler dans un instant, ça me fait, je veux dire, bon, voilà. Mais alors ça, cette emprise que veulent avoir certaines personnes sur un endroit libre qui est l'espace littéraire, ça me rend dingue. Ça me rend dingue. Vous pouvez pas dire ce qui est, mais je dis pas aux gens de changer de vie. Je dis pas arrêtez de faire vos turpitudes. Je dis juste laissez-moi les décrire. C'est tout. Ce qui vous fait dire l'écriture, c'est la guerre, c'est transformer l'autre en objet pour devenir soi-même sujet, tant pis pour l'autre. Ça, c'est un vieux truc. Ouais, c'était dans Les Inrecuptibles, c'était il y a 20 ans quasiment. Mais voilà. en même temps, est-ce que vous le rediriez aujourd'hui? Non. Je ne sais pas pourquoi je disais ça, c'était... Parce qu'on vous traitait beaucoup à l'époque de vampire, parce que vous vampirisiez, en tout cas c'était comme ça que c'était interprété, la vie de ceux qui vous entouraient pour le raconter. J'ai jamais vampirisé la vie de qui que ce soit. Ce qui compte, c'est pas moi, vous, lui, elle, etc. C'est pas ça qui compte. C'est ce qui passe et ce qui se passe entre nous. Voilà. Est-ce que vous ne craignez pas qu'on puisse vous en vouloir? Vous détestez de ça? Bien sûr que je le crains. Bien sûr que l'écrivain vient tout balayer. Bien sûr que mon choix est fait. Bien sûr que c'est ça qui compte. Et vous savez, il y a beaucoup de gens aussi qui trouvent du réconfort dans le fait que ceux qui leur reconnaissent de leur propre vie, de leurs propres sentiments et de leurs propres sensations se retrouvent dans un livre qu'ils n'ont pas écrit. C'est un peu par exemple ce que racontait Doc Gynéco. Vous avez raconté votre histoire dans Le Marché des amants. Et il ne s'est pas opposé au fait que vous le racontiez. Et il dit, c'est comme ça qu'elle nourrit son art. Oui, oh là là. Elle mange ses amants. Ce que j'aime chez Christine, c'est son côté araignée, veuve noire. On m'a demandé pourquoi je ne m'étais pas plaint, mais c'est ce que j'aime chez elle. Oui, enfin, c'est une phrase un tout petit peu alambiquée, on pourrait dire. Un peu alambiquée, mais en même temps, c'est ce qu'il aime chez vous malgré tout. C'est pas quelque chose qui vous reproche. C'est quelque chose qu'il assume et même qu'il revendique. Oui, c'est un discours. Ce n'est qu'un discours. Et sur les conséquences, vous racontez à la fin de Les Petits, Maurice pleure, sa mère est malade, elle doit se faire opérer, elle a une boule dans le sein qui est peut-être cancéreuse. J'ai pensé que c'était de ma faute, que c'était à cause du livre que je l'avais tué, comme après la sortie de l'Inceste, quand mon père est mort. Là, vous pesez tous vos mots, vous pensez que l'écriture, ça peut avoir ces conséquences-là et vous les assumez? Il y a des gens qui veulent tout contrôler dans la vie réelle. Bon. Moi, ce qui m'intéresse dans la littérature, c'est que c'est un endroit qui échappe au contrôle de ceux qui sont les maîtres dans la vie réelle. Voilà. Mais vous avez des gens que l'idée même qu'il y ait un espace, aussi petit soit-il, littéraire, fictionnel, qui fait 200 pages, qui ne change rien à leur maîtrise sur tout le reste, supportent pas qu'il y ait ça. Ça veut dire que non seulement ils ont la maîtrise sur le réel, mais ils veulent aussi la maîtrise sur les livres. Ça les rend fous, mais ça les rend fous. Ils peuvent tout d'un coup, crise cardiaque, tac, comme ça dans une librairie. Mais je ne suis pas psychanalyste, je ne suis pas médecin, je suis écrivain. Je ne force pas les gens à lire. C'est pas un médicament, un livre. Et pour terminer sur ce sujet-là, vous n'avez pas peur parfois qu'on cherche à se rapprocher de vous, j'allais dire pour de mauvaises raisons, pour entrer dans la littérature? Vous avez raconté dans Pourquoi le Brésil cette relation amoureuse que vous avez vue avec Pierre-Louis Rosinès, éditeur, journaliste. En m'approchant d'elle, je savais pertinemment qu'elle allait écrire sur moi, dit-il. Intellectuellement, ça a forcément nourri ma curiosité et mon narcissisme, mais psychologiquement, c'est compliqué à encaisser. Ah ben c'est sûr que quand on est un grand narcissique, psychologiquement, c'est compliqué à encaisser quand vous ne renvoie pas un miroir, mais quelque chose que vous avez vu vraiment. Moi, mon travail, c'est pas miroir. Non, mais ça, c'est lui. Mais vous, le fait qu'on puisse peut-être tomber amoureux de vous pour être dans vos livres, pour faire simple. Je n'avais pas compris ça. C'est vrai, j'ai mis un petit peu de temps à comprendre ça. J'ai mis un petit peu de temps. Et quand vous me dites une J'ai époque... rencontré beaucoup de grands narcissiques. Mais c'est normal,
C'est normal, mais c'était pas grave, parce que, si vous voulez, ce qui est génial avec quelqu'un qui est très narcissique, c'est qu'il a envie que vous le regardiez. Et moi, j'aime bien regarder les gens. Ça m'intéresse. Et vous, là-dedans? Moi, ça ne me dérange pas. Moi, je veux bien être derrière un livre, hein. C'est pas un problème. C'est ce qui m'intéresse, au contraire. C'est ma passion. Alors, en tout cas, cette ambiguïté, d'une certaine manière, entre le privé et le public, ou en tout cas ce mélange, on a demandé à notre psychanalyste Christine Ulivucci, spécialisée dans l'analyse de photos de famille, de voir si elle décryptait ça dans les photos qu'on lui a soumises. D'accord. Ce qui interpelle au premier regard sur cette photo d'enfance de Christine Angot, c'est la dualité qui s'en dégage. D'un côté, l'enfant bien emmitouflé avec sa veste à capuche et ses bottes, qui avance d'un pas décidé, tête baissée, scrutant le chemin pour ne pas trébucher et préférant laisser la poussette derrière elle. Et de l'autre, le poupon tenu tout contre l'enfant, jambes nues et mains tendues, comme montrant la direction, à la fois exposé et servant de rempart. C'est en portant ce poupon d'un geste maternant, sorte de double d'elle-même ou d'enfant intérieur, que la fillette trace sa route, protégée et guidée. Le double mouvement qui émane de cette combinaison fillette-poupon pourrait symboliser l'alliance de forces déterminées et de mise à nu que l'on retrouve aujourd'hui dans l'écriture de Christine Angot. Cette photo pourrait également éclairer le travail d'une écriture qui se fait dans un cheminement, regard rivé au sol, et guidée par une authenticité intérieure. Mais avant tout, cette image nous parle d'un parcours individuel qui, comme dans les livres de l'auteur, rejoint l'universel, ou du moins une vérité sur l'humain, une histoire qui nous concerne tous. Ça vous va? C'est très très bien, oui. Vous savez, quand j'étais petite, quand j'avais cet âge-là, ma chanson préférée, c'était quand même la chanson de Christophe, Les Marionnettes. C'était une très très belle chanson. Évidemment que ça me concernait. Aujourd'hui, c'est vous qui construisez des marionnettes à travers vos romans, d'une certaine manière. En tout cas, il y a des personnages dans vos romans. Il y a évidemment vos proches, votre père, on va en parler tout à l'heure. Votre mère, personnage magnifique dans votre dernier roman, Un amour impossible, qui a été transposé au théâtre magnifiquement. On y découvre que vous êtes donc né à Châteauroux, dans l'Indre, le 7 février 1959. Des amours de Rachel Schwartz, votre mère, donc employée à la sécurité sociale, juive, d'origine modeste. Et donc de Pierre Angot, votre père, traducteur à la base américaine de la Martinerie, issu d'une famille, lui, de la bourgeoisie parisienne. On va le voir, c'est important, il ne va pas vous élever. On va beaucoup parler de l'absence de père. D'abord, le lien avec votre mère, il était quoi? Il était fusionnel? L'amour pour la mère, c'est... Il faut tout un livre pour trouver le mot qui convient. Vous voyez, on ne peut pas le définir. C'est quelque chose qu'on ne peut pas définir. C'est quelque chose qui est si important, si grand, si fort, qui détermine toute votre vie. Bon, alors... Il a été chaotique, cet amour, mais à cette époque-là, à Châteauroux, il était immense, sans nuages. Absolument. J'étais très heureuse et... Oui, bien sûr. Vous êtes retourné à Châteauroux pour une émission de télé en 2015, là où vous avez grandi avec votre mère. C'était pour un documentaire d'Arte. On en voit quelques images. Moi, ici, c'est mon jardin d'Éden. C'est mon paradis perdu. C'est l'endroit où j'ai été très, très, très heureuse. Mais vraiment... Au bout, il y a une rivière, il y avait un lavoir. Ma mère, elle faisait la lessive dans ce lavoir, avec des gants en plastique. Sous ce cerisier, on enterrait les oiseaux. Avant, il y avait une espèce de maison là, un peu délabrée, qui avait été l'atelier de repassage de ma grand-mère pendant la guerre, et qui était la blanchisserie de mon arrière-grand-mère. Je sais que ma grand-mère, qui s'appelait Madame Schwartz, c'était le nom de son mari. Pendant la guerre, alors qu'elle avait ce nom, mais il ne connaissait pas son nom, elle lavait du linge pour les Allemands. Quand on est parti, je pense que ce qui s'est passé pour moi, c'est comme si on m'avait retiré d'un tapis sous les pieds. Je suis allée à la ZUP, je suis tombée, on m'avait retiré le tapis sous les pieds. Chacun de nous, à un moment, passe du jardin d'Éden à la ZUP. C'était donc votre paradis, cette enfance à Châteauroux? Oui, ce jardin, cette maison, tout ça. Et puis, comme je le disais à la fin, en effet, mais ça, tout le monde connaît ça. Si vous voulez, c'est le fameux truc de « arrête de croire au Père Noël », cette expression, c'est ça. C'est-à-dire que quand on est enfant, quand on est un petit enfant, on pense vraiment que la vie, ça va être un truc mais tellement bien.
Et puis alors, quand on sera grand, alors là, on n'arrive même pas à imaginer le bonheur, voilà, incroyable. Et c'est vraiment une chose extraordinaire. Et à un moment donné, quelque chose arrive, et heureusement, qui vous fait comprendre que c'est pas tout à fait ça. Vous, ça a été le déménagement dans la ZUP, donc, oui. Qui a fait perdre ce paradis, d'une certaine manière, avec une grande tendresse, et qui vous unissait à votre mère. Elle mettait des mots là-dessus? Mais bien sûr, elle l'exprimait, je l'embrassais toute la journée, je passais mon temps à demander des câlins, des trucs. Oui, non, alors là, c'était... Oui. Et vous grandissiez donc sans connaître votre père, qui avait prévenu votre mère... Ça ne me dérangeait pas du tout. Dès le début de leur romance, il avait dit qu'il ne l'épouserait pas. Ça ne vous dérangeait pas du tout? Du tout. Mais non, c'était ma vie. Il y avait pas de... Je savais que j'avais un père, je grandissais sans, et voilà, c'était ma vie. Le fait que votre père n'ait pas désiré vous élever, la petite fille que vous étiez, ça la dérangeait pas? Non. Consciemment, en tout cas, moi, consciemment, non. Pas du tout dérangée. Ce qui fait que votre père ne vous élève pas. Et le deal qu'il avait passé avec votre maman, c'est qu'il ne l'épouserait pas parce qu'elle n'était pas de son monde, hein, d'une certaine manière. Exactement. Mais ça, c'est la loi dans la société d'une manière générale. Regardez autour de vous. Est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui vivent ensemble alors qu'ils sont de deux classes sociales extrêmement différentes, voire antagonistes? C'est très rare. Hein. Et quand ça arrive, c'est pas sans guerre. Mais votre mère, elle a accepté de se sacrifier. Elle a accepté, finalement, ce deal. Elle a été, disons, rejetée, plus qu'un sacrifice qu'elle se soit imposée. Sauf qu'elle aurait pu refuser l'histoire d'amour, elle aurait pu refuser la conception d'un enfant. Elle a accepté, elle... C'était son désir. Hein. Donc, elle s'est justement pas sacrifiée. Et je crois qu'elle a suivi son désir, qui était d'avoir une histoire d'amour avec cet homme-là et d'avoir un enfant, puisqu'elle le souhaitait. Donc elle a au contraire suivi son désir. En quels termes elle vous parlait de votre père avant que... En très bons termes. Elle me disait que c'était un intellectuel, quelqu'un qu'elle avait beaucoup aimé, que j'avais été désirée, que j'étais le résultat d'un tel grand amour, etc. C'est ça le discours que j'ai entendu pendant toute mon enfance. Ça veut dire que son absence était omniprésente d'une certaine manière. On peut dire ça comme ça? Oui, je pense que vous avez raison, oui. Ouais. Dans votre livre « Un amour impossible », vous racontez cette scène où Hamsi demande à la petite Christine de dessiner sa famille. Et votre mère est rassurée parce qu'elle avait peur que vous ne dessiniez pas ce père, absent. Et puis elle vous dit, tu as bien fait le père, tu as dessiné une famille équilibrée, c'est très bien. Le père, tu l'as fait tout petit, c'est un tout petit bonhomme dans un coin de ta feuille, mais il existe. Donc il était là, pas central, mais là pour vous. Oui, mais enfin, attendez, il faut raconter l'histoire en entier. Alors allez-y. Ah oui, parce que là, vous racontez la moitié du truc. Donc, non, elle dit, on t'a demandé de dessiner une famille, alors voilà, tu as dessiné le père, bon, il est tout petit dans un coin de la feuille, mais il est là. Donc, elle me dit ça pour me montrer que c'est équilibré. Et puis, tout d'un coup, elle éclate de rire en me disant « Et puis la mère, elle est énorme dans un coin, etc. » Et elle éclate de rire en disant ça, parce qu'en même temps, elle est contente qu'il y ait cet équilibre, mais elle est aussi évidemment contente que quand même, ils ne prennent pas trop de place et qu'ils soient dans un coin, et que j'ai dessiné la mère en énorme. Mais le père, il est donc quand même présent, petit. Petit quand même, tout petit. Hein. Il est tellement petit qu'il n'est pas présent sur votre livret de famille, puisque vous êtes donc né Exactement. de père inconnu. Et d'ailleurs, votre mère vous dit que si on vous pose la question, il faut répondre qu'il est mort. Bien sûr. Vous le faisiez vraiment? Vous disiez que vous étiez orpheline? Bien sûr que je le faisais. Elle m'avait donné le choix entre mort ou en voyage. Alors je trouvais que mort, c'était plus pratique, parce qu'en voyage, où est-ce qu'il était? Il est parti comment? En avion, en bateau? Ok, mort. Père inconnu, c'était impossible parce que ça niait l'histoire d'amour qu'elle avait eue avec lui. Je pense. Je pense qu'il y avait en effet la conformité sociale, c'est ça, mais il y avait aussi ça. Cette négation de l'histoire d'amour, quand même, je pense que ça joue énormément. En tout cas, en 1972, il y a cette nouvelle loi sur la filiation qui permet aux enfants naturels d'être reconnus a posteriori. Donc là, vous avez 14 ans, et là, elle se démène pour que cet homme vous reconnaisse. C'est plus important pour elle que pour vous? Si, pour moi, ça comptait quand même. C'était un truc que je trouvais marrant. Je me souviens au départ, parce que comme j'allais changer de nom... De Schwartz, vous alliez passer à Angot. Voilà, je trouvais ça marrant. Et puis, ça fait de la nouveauté, quoi. J'avais pas de père, tout d'un coup, je vais le rencontrer. Et puis, je le rencontre, et puis je le trouve tellement cultivé, tout ça, que je suis complètement fascinée.
Mais c'était aussi léger que ça, le fait tout d'un coup d'être reconnu, tout d'un coup... Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand on est enfant, tout est léger. Et en revanche, les choses qui sont lourdes, vous n'êtes pas structuré de façon à les penser. Est-ce que pour autant vous ne les vivez pas? Bien sûr que si, vous les vivez. Quand vous êtes petit, vous vous autorisez seulement à avoir des souffrances petites. Et les souffrances grandes sont réservées aux grandes personnes, comme on les appelait. Christine, quand la première fois vous avez votre père au téléphone, vous pleurez. Bah oui. Moi, je pensais que voilà, j'avais pas de père, très bien. Puis tout d'un coup, je l'ai au téléphone. Et ce qui s'exprime dans ces larmes, c'est que, eh bien sûr que non, c'était pas léger. Et bien sûr qu'il y avait beaucoup de choses qui, tout d'un coup, en entendant cette voix, qui est celle de... C'est mon père au téléphone, c'est la voix de mon père. Et je pleure. Voilà. Et là, je prends conscience de l'effort que je fais depuis 14 ans pour ne pas avoir de père. Vous le rencontrez, mais il va cacher votre existence, notamment aux 2 enfants qu'il va avoir avec la femme qu'il épouse, une Allemande de bonne famille. Il ne vous épargne pas, il épargne l'autre famille et pas vous. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Là, vous êtes donc toute jeune, vous avez 14 ans. Est-ce que là, la petite fille gaie que vous avez décrite jusqu'à là, légère, insouciante, elle commence à prendre cette histoire de façon plus douloureuse? Eh bien, vous savez, mon appui a toujours été, et à cette époque-là, ça a continué, l'école. J'aimais l'école. Et pour le reste, pour le comportement de mon père et ce qu'il s'est autorisé, c'était évidemment un problème important pour moi, mais je m'arrangeais pour ne pas y penser. D'accord. Voilà, tout simplement. On croit que les gens, quand on dit « Ah oui, mais pourquoi ils disent rien, etc. Pourquoi les enfants disent rien ?» Ils disent rien parce qu'ils n'ont pas envie d'y penser. C'est aussi simple que ça. Une forme d'autoprotection. Exactement. Pour ne pas souffrir, vous êtes autoprotégé. Exactement. On verra plus tard. On verra plus tard. Pour l'instant, occupons-nous de vivre, de passer entre les gouttes, et on verra plus tard. Demain, ça existe. C'est comme ça que ça se passe. Vous découvrez ce père. Il installe une relation avec vous, puisqu'il vous récupère à la sortie de l'école. Non. L'inceste, c'est pas une relation. Ah, j'en étais pas encore à l'inceste, Christine. J'en étais au fait qu'ils viennent vous chercher à l'école pour vous garder le week-end quand ses enfants et sa femme ne sont pas là. Oui, mais bon, les deux ont été quasiment concomitants. À peine le moment où il vous rencontre et à peine le moment où il vous prend en charge d'une certaine manière, ou en tout cas il établit ce lien, immédiatement il vous viole. C'est ça que vous nous dites? Quasiment, oui, quasiment. Oui. Je voudrais qu'on parle un peu de votre mère. Là. Elle ne sait pas qu'il vous viole à ce moment-là. Elle voit simplement la petite fille qui retrouve son père et elle a l'impression, dans un premier temps, que cette petite fille, elle trouve ce père bien plus intéressant qu'elle-même. Et ça, elle s'y oppose pas. Elle accepte d'une certaine manière. Elle a intégré le fait d'être moins intéressante que lui à vos yeux. Oui, mais vous savez, alors évidemment, c'est son cas particulier. Oui. C'est son cas particulier. Mais je pense que beaucoup de femmes se pensent, ou en tout cas se pensaient, évidemment moins intéressantes que les hommes. Surtout à cette époque où la personne importante socialement, c'était évidemment l'homme. Et la femme était quand même une sorte d'accompagnatrice au mieux. Quand on n'a pas confiance en soi, ce qui était son cas, on accepte l'idée d'être rejeté, finalement on l'accepte. En tout cas, ce père, donc à peine après avoir fait sa connaissance, il commençait à abuser de vous pendant les vacances, les week-ends. Et ça, c'est pas vous qui en avez parlé à votre mère, c'est un ami qui lui a dit bien après. Combien de temps après que les sévices, j'allais dire, ont commencé? 3 ans, 2-3 ans par là. Oui, mais enfin, c'est moi qui l'ai dit à cet ami. Bien sûr. Mais vous ne sentiez pas de le dire à votre mère? Non. Non. Vous savez, c'est pas facile de parler à quelqu'un parce que, en fait, ce qui est compliqué, c'est pas de parler. Enfin, si, c'est compliqué de parler, mais ce qui est encore plus compliqué, c'est de s'arranger pour qu'on vous écoute. D'accord. Ça, c'est difficile. La plupart des gens, quand vous commencez à leur parler de quelque chose, vous n'avez même pas fait 2 phrases qui vous dites « Ah oui, je sais. Je sais, je connais. » Ben non, tu connais pas. Ou alors, si tu sais, tu connais, ok, je me tais. Donc, mais est-ce que vous avez tenté ces 2 phrases? Oh, bien sûr. Ah oui?
Oui, bien sûr. Vous les avez tentés comment? Eh ben, je les ai tentés en disant au retour d'un week-end que ça avait été affreux parce qu'il m'avait accusé d'avoir fermé la porte à clé d'un palier. Et que, enfin, voilà, j'ai raconté des crises de larmes que j'avais eues avec des explications. Voilà. Mais c'était complètement disproportionné. Il y aurait pu y avoir le moyen de... Mais qu'est-ce qu'elle a? Mais pourquoi elle revient dans cet état? Voilà. Vous racontez très bien dans Un amour impossible qu'en fait, cet inceste, finalement, fait partie d'une vaste entreprise de rejet social voulue par votre père, puisque... C'est toujours ça, l'inceste. Il vous reconnaît légalement comme sa fille, mais coucher avec vous, c'est une manière, finalement, de nier le lien qui est le vôtre. On va voir sur scène l'adaptation de ce moment clé, donc. On va voir Bulogier, qui joue le rôle de votre mère, et Maria de Medeiros, qui joue votre rôle. Là, vous expliquez, puisque vous avez bien compris, pourquoi cet inceste s'était installé et ce qu'il voulait dire. Tu as raison de dire que tu as été rejeté. C'est une vaste entreprise de rejet. Sociale, pensée, voulue, organisée et admise par tout le monde. Toute cette histoire, c'est ça. Et jusqu'à la fin. Y compris avec ce qu'il m'a fait à moi. C'est quelque chose qu'il t'a fait à toi aussi. Avant tout. Pour humilier quelqu'un, le mieux, c'est de lui faire honte, tu le sais. Et qu'est-ce qui pouvait te rendre plus honteuse que ça? Que de devenir, en plus de tout le reste, la mère d'une fille à qui son père fait ça. Tu as été rejetée en raison de ton identité, maman. Pas en raison de l'être humain que tu étais. Il vous a évidemment fallu des années pour comprendre tout ça. C'est ce que nous dit Teresa Crémisi, avec qui vous collaborez depuis Rendez-vous. Son vrai sujet à Christine, ce n'est pas tant l'inceste que la question du pouvoir d'un être sur un autre. Ses livres sont une variation sur ce thème. La domination, disons, elle m'arrive dessus par l'inceste. Mais bon, la domination, elle vous tombe dessus à un moment ou à un autre, quel que soit le biais. Hein. Là, pour moi, ça m'est arrivé dessus très tôt, avec quelqu'un qui prend possession de moi d'une manière radicale et très violente. Mais vous ne pouvez pas passer votre vie sans qu'on cherche à vous dominer. Mais vous, la jeune fille de 14 ans, violée par son père, vous lui en voulez de quoi à votre mère à ce moment-là, puisque vous la rejetez? Je ne lui en veux pas du tout de ça, parce que je ne me rends absolument pas compte à l'époque que ça peut avoir un... Je me dis que c'est normal... Enfin, je ne sais pas, je ne me pose pas du tout cette question-là à ce moment-là. J'essaye juste de passer entre les gouttes, donc je ne me pose aucune question. En même temps, ça a duré 2 ans, cette période-là. Vous étiez dans la possibilité de dire non? Vous ne pouvez pas faire ça. Vous êtes tellement contente d'avoir un père. Alors vous vous dites, ben non, mais là, la prochaine fois, de toute façon, ça ne va pas avoir lieu. Parce que cette fois, il va accepter que ça n'ait pas lieu. Pourquoi les adolescents ne disent pas? Parce que les adolescents, ils ont de l'espoir. Voilà. Et ils ont l'espoir d'être respectés pour eux-mêmes. Et non pas d'aller chercher l'instituteur, la mère, je sais pas quoi, le flic et tout ça, pour dire « Ah mais monsieur, c'est pas bien ce que vous faites, là, il faudrait la respecter, la jeune fille. » Mais alors attendez, à ce moment-là, ça va pas, ça. Non. Vous espérez être une enfant, une jeune fille qui va se faire comprendre, qu'on va avoir envie de respecter. Si elle dit non, on va l'entendre. Mais qu'est-ce qui fait que l'adolescente que vous êtes, donc à l'âge de 16 ans, prend son courage à deux mains, j'allais dire, et écrit à son père que finalement, elle ne veut plus le voir? Ça, c'est parce que je me suis quand même arrangée pour que ma mère soit au courant, et je me suis dit, comme ça me donnera la force. Comme ça, il y aura une... Ça changera, ça rebattra les cartes. D'accord. Quand elle l'apprend, elle est hospitalisée quasiment immédiatement parce qu'elle développe une grave infection au niveau de l'appareil génital qui a nécessité 10 jours d'hospitalisation. Sa réaction, ça a été de tomber malade, donc. Ben oui. Vous savez, c'est pas son cas unique. Hein. La maladie, c'est très pratique. Hein. C'est une façon parmi d'autres de s'exprimer. Ça permet de dire quelque chose sans le dire. La question de l'inceste, il faut être bien clair, ce n'est pas partageable. Voilà. Donc quand ça arrive, eh bien tant pis.
tant pis, voilà. Vous savez, on peut pas... Il y a des choses qui sont des tuiles, voilà, des accidents. Bon, ben, vous tombez dans un trou, vous tombez dans un trou. Vous ne pouvez pas faire en sorte parce que quelqu'un va vous voir tomber dans le trou, vous ne serez pas tombé dans le trou. Vous tombez dans le trou, c'est tout. Non, non. On se débrouille. Vous êtes débrouillé, vous avez rompu les ponts avec votre père, il a cessé de payer la pension alimentaire, cessé de le voir pendant combien d'années 8 ans, quelque chose comme ça. Vous avez voulu porter plainte contre lui des années après, vous deviez avoir 28 ans, puis on vous en a découragé parce que c'était juste avant le délai de prescription. Oui, alors ça, je me suis dit, je vais quand même pas me fatiguer auprès de la justice pour qu'on me dise après qu'il y a un non-lieu. Mais ça aurait réparé quelque chose de porter plainte, qu'il soit condamné? Non, vous savez, il ne faut pas utiliser ces termes de réparation. Il n'y a pas de réparation. C'est obsession de la réparation. Oui, un trou, c'est un trou. Voilà. Mais ce n'est pas grave en même temps. Il vaudrait mieux, plutôt que d'être obsédé par la question de la réparation, il vaudrait mieux se rendre compte que ce n'est pas grave de tomber dans un trou. Vous tombez dans un trou, vous tombez dans le trou, vous restez au fond du trou un certain temps, et puis à un moment donné, vous en sortez, ou c'est pas si grave non plus de passer dans un trou. Parce que vous appelez un trou, c'est quand même l'inceste. Oui, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est pas, voilà. Ça m'a fait comprendre pas mal de choses. Ça vous a abîmé à vie aussi? Ah non alors. Non? Certainement pas. Moi, je me sens pas du tout abîmée. Alors là, non, j'ai compris les choses. Ça m'a fait souffrir, ça c'est certain. Mm-hmm. Mais abîmée, non, je me sens pas du tout abîmée. Non, je suis en très bonne santé. Je ne dis pas que j'ai pas souffert de ça. C'est une très, très grande souffrance. C'est une souffrance très, très, très importante. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de réparation. D'accord. Je dis aussi qu'on peut souffrir. Si on ne veut pas souffrir, mais suicidons-nous tout de suite. Mais ça, c'est le meilleur moyen d'être sûr qu'on ne va pas souffrir. Et ça vous a jamais traversé l'esprit? Quoi donc? Ah non. Non, moi, j'ai jamais eu envie de mourir. Non, j'ai jamais eu envie de ça. Mais en revanche, souffrir, ça oui. Mais on peut tout à fait vivre en ayant perdu son honneur. C'est ça qui m'est arrivé, au fond. J'ai perdu mon honneur, voilà. J'ai été déshonorée par cet homme, ce père. Voilà, à peine je le rencontre, boum, il me déshonore. Est-ce que vous avez été... C'est très grave d'être déshonoré. Est-ce qu'on en meurt? Non. Vous l'avez retrouvé, ce père, à l'âge de 26 ans. Vous le revoyez, vous décrivez ça dans les 10 dernières pages de votre livre interview. Vous écrivez « Nous devons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Je dois pardonner, je dois absolument tendre l'autre fesse. Je le dois. Et c'est ce que j'ai fait. » C'est une narratrice qui parle. Ce qui se passe, c'est que je revois mon père à cette période-là parce que je décide, je veux absolument avoir un père. Et je veux que ça se passe normalement, enfin, comme je ne cesse de le réclamer depuis que je l'ai rencontré. Je le revois et je m'aperçois que malgré ses promesses, tout ce temps sans le voir, il n'y a rien changé et que de nouveau, il veut me faire tomber. Donc, clairement, donc cette fois, je dis ok, d'accord, très bien, je tombe. Il y a un moment, quand vous êtes esclavagisé, vous dites ok, je le fais moi-même. Arrête de me dire ce qu'il faut faire, je le fais moi-même. C'est tout. Vous essayez de prendre ce semblant d'autonomie. Voilà. À quel moment vous vous êtes sorti de cette emprise? Psychanalyse. Il n'y a pas d'autre solution. D'accord. C'est la psychanalyse qui a fait en sorte que ce pouvoir, finalement, n'a plus pu être possible. Mais bien sûr. Et ça, il a fallu attendre combien de temps pour que cette emprise, en l'occurrence de votre père, n'existe plus grâce à la psychanalyse? Je ne sais pas, au bout d'un an et demi de psychanalyse, ça saute très très vite. Après, en revanche, vous ne cessez de rencontrer des gens qui reproduisent cette chose-là, ce schéma-là, de quelqu'un qui a de l'emprise sur vous. Qui prend, voilà, et donc ça prend encore du temps de cesser de les rencontrer. Un beau jour, vous apercevez que vous vous en rencontrez plus, des comme ça. C'est ça. Des grands narcissiques. C'était donc en 99, l'inceste, vous avez 40 ans. Vous dites d'ailleurs à ce moment-là, c'est vraiment le livre où je me présente comme une grosse merde. Écrire, c'est peut-être ne faire que ça, montrer la grosse merde en soi.
Est-ce que d'une certaine manière, ça vous a libéré d'un fardeau, en fait, la publication de ce livre? Non. Non. C'est pas du tout une question de fardeau, hein, du tout. Hein. C'est le plaisir que les choses puissent être décrites. Votre père est mort 2 mois après la sortie de ce livre. Vous ressentez quoi à l'annonce de sa mort? De la fierté. De la fierté? Un peu de fierté, oui. En tant qu'écrivain, de la fierté. Et puis en tant que personne, de la peine. Alors là, je ne comprends pas bien. Pourquoi en tant qu'écrivain de la fierté? Parce que quand même, je suis forte. Je veux dire, j'écris l'inceste, 2 mois après, il meurt. Les gens, ils vont chercher des couteaux, ils vont faire tout un tas de trucs, ils font des procès, ils enferment les gens en prison, il faut tout un tas de trucs. Vous, ça a été un livre. Mais alors pourquoi vous me dites que J'ai pas fait pour ça. Hein. N'empêche que je constate et je trouve ça sympa comme concordance des temps, c'est tout. Ça me plaît. Vous avez 40 ans, au moment de la sortie de l'Inceste, vous avez eu beaucoup de difficultés à vous faire éditer avant. J'aimerais qu'on s'intéresse à la manière dont vous êtes né en tant qu'écrivain, avec ce chemin donc semé d'obstacles d'une certaine manière. D'abord, il y a eu des études de droit à la fac, un DEA en droit international public, puis une bourse pour étudier au Collège d'Europe à Bruges. Et là, Christine, en plein milieu donc, de l'année, vous quitterez Bruges et vous avez déjà commencé à écrire. Et là, vous ne pourrez plus faire autre chose. J'aimerais que vous nous racontiez votre premier texte. C'est sur un emballage de tablettes de chocolat que vous avez écrit. Vous avez 23 ans, vous étiez en week-end avec Claude, votre mari, le père de votre fille. Racontez-nous ce moment, ce déclic. On a un peu l'impression que ça vous est tombé dessus. Exactement. Oui, j'avais jamais écrit. Et puis, j'avais pas du tout d'idée que j'allais écrire, que je pouvais écrire, que je lisais. Et pour moi l'écriture, c'était juste des livres qu'on lisait. C'était pas autre chose. Et puis un jour, comme ça, je me retrouve un soir dans une chambre d'hôtel, donc avec Claude. Et puis je sais pas pourquoi, je me dis tiens, je vais écrire. Je pourrais écrire ce qu'on a fait hier. Et j'ai pris cette tablette, ce papier, de tablette de chocolat parce que je n'avais pas autre chose. Et j'ai écrit ça. Puis je l'ai écrit comme ça, comme j'aurais écrit n'importe quoi, enfin un truc vraiment très bête, quoi. Enfin, et je l'ai montré donc à Claude. Et là, il m'a dit « Ah, mais c'est tellement bien, mais c'est bien, mais comment c'est bien, mais écoute, c'est super !» Et là, en fait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très important pour moi parce que j'ai senti que j'étais complètement paniquée, quoi, de l'entendre me faire des compliments comme ça, que ça me faisait peur. J'avais peur. Et j'avais le cœur qui battait, j'étais très nerveuse. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça ? Et je me suis rendu compte que je commençais à le croire et qu'il fallait surtout pas que je le croie parce que s'il se trompait, c'était terrible parce que moi, j'allais le croire et à ce moment-là, j'allais avoir des déceptions alors que j'avais réussi tout ce que je faisais jusque-là. C'est ça. À partir du moment où j'ai commencé à écrire, j'ai commencé à rater tout ce que je faisais. Dès que tout ce qui n'était plus écrire ne m'intéressait plus. Donc vous avez écrit. Vous Oui. envoyez à des éditeurs, mais qui vous les renvoient. Oui. Le seul qui croit en vous, c'est lui. Pendant 6 ans, c'est Claude qui est le seul à vous dire... Le seul, vous imaginez ? Ça vaut le coup. Vous imaginez ? Donc, évidemment, il a pris beaucoup d'importance pour moi, puisqu'il était le seul qui me disait oui, c'est bien, quoi. Donc, j'étais complètement dépendante de lui. De sa parole. Pendant ce temps-là, vous travaillez, vous vendez des livres à la FNAC. Et en 1990, il y a le coup de fil, celui qui vous annonce que votre premier roman va être publié donc, chez Gallimard. Il s'appelle Vue du ciel. Vous vous souvenez ce que vous avez ressenti alors là, oui, je m'en souviens. Ah, bah, racontez, alors. Donc, après avoir eu beaucoup de refus, quand même, pendant 6 ans de boîte aux lettres vides, c'est quand même dur. Je reçois ce coup de fil. Il me dit, voilà, c'est bien, publié, tout ça. Je suis, mais dans tous mes états, très, très, très contente. Je raccroche. Je me dis, j'ai mal entendu. Donc, je le rappelle et je lui demande ce qu'il m'a dit. Donc là, je me souviens très, très bien et je me revois sortir dans la rue et me dire, je vais être heureuse toute ma vie. Je vais être heureuse toute ma vie. Je le savais. À partir du moment où j'étais publiée, je savais que j'allais être heureuse toute ma vie. Pour moi, ça correspondait à ça. Et vous le disiez tout à l'heure au début de l'émission, et c'est pour ça que vous quittiez le plateau de Thierry Ardisson quand Sarah Marshall vous dit il n'y aura peut-être pas d'autres livres, c'est que derrière ce livre,
vous allez rencontrer Exactement. la difficulté à réécrire derrière. La réalisatrice Laetitia Masson l'a montré dans le film qu'elle vous consacre, Pourquoi pas le Brésil, en 2004. Elle montre la difficulté dans laquelle vous êtes à chaque fois que vous devez écrire. J'arrive pas! Alors? J'arrive pas. J'ai une rédaction à faire, c'est ce que je voudrais faire plus tard comme métier. T'as choisi quoi? J'ai choisi pas écrivain. Parce que passer mes journées et mes nuits à dire j'y arrive pas, j'en peux plus, j'y arrive pas, franchement, non merci. Bon, si j'y vais, je boucle. Je suis déjà en retard. C'est votre fille Léonore qu'on vient de voir dans son propre rôle. Elle est grande maintenant. À l'époque, elle ne voulait pas devenir écrivain. Elle ne l'est pas aujourd'hui? Non. Seul truc qui ne va pas dans l'extrait du film, vous voyez, tout est vrai, tout est assez juste, sauf qu'évidemment, vous n'écrivez pas avec une robe noire comme ça, décolletée. Non, ça, c'est pas possible, ça. Vous écrivez comment alors, Christine? Comme tout le monde chez soi, habillé n'importe comment, avec 3 pulls les uns sur les autres, un jogging, des espèces de chaussures boots trouées, voilà, pas comme ça. Pour les gens qui vous entourent, cette écriture douloureuse, vous dites j'ai l'air d'être là avec eux, dans la même maison. En réalité, c'est une enveloppe qui est là. Oui, mais ça, c'est bien. Ça, c'est quand j'y arrive. Quand j'y arrive pas, je suis vraiment là. Mais je suis pas très bien, mais je suis là. Alors que quand j'y arrive, là, c'est... En effet, je suis pas vraiment là, mais je suis très, très bien. Puisque j'ai une maison, j'habite dans le livre. Donc, je suis très, très bien. Je suis très... Au contraire. Pour nous parler de ce rapport à l'écriture, on a invité Richard Brunel, metteur en scène avec qui vous travaillez en ce moment sur un nouveau texte, Dîner en ville. Il est avec nous. Bonsoir Richard. Bonsoir. Merci d'être là. Je vous en prie. Ce rapport à l'écriture que nous décrit Christine dans cette difficulté, vous l'éprouvez au quotidien? Ce qui est absolument merveilleux, extraordinaire, ce que Christine me laisse avoir accès, c'est-à-dire c'est la voir travailler, la voir écrire. Sculpter une phrase, la ciseler dans l'espace. L'oralité chez elle est très très importante. Ça, c'est très important pour le théâtre. Il faut que la réplique s'entende. Et ça, c'est tout un travail qu'elle fait avec beaucoup de précision, beaucoup d'exigence. Ce matin, d'ailleurs, c'était assez formidable en répétition. Elle est arrivée, elle a dit « La seule chose en laquelle j'ai confiance, c'est ça. C'est ce que je fais là, avec vous, avec les acteurs, le manuscrit, etc. » Et elle avait une énergie incroyable pour partager, ça aussi c'est assez rare chez un écrivain, de partager avec les acteurs, avec le metteur en scène, la construction de la pièce. Vous nous avez donné une photo du manuscrit, parce que ça dit beaucoup de Christine. Tout est raturé, tout est réécrit. Des versions, je ne sais plus, moi je dirais, je ne sais pas, Christine en doit être à la combien? Aucune idée, 30e, je ne sais pas. Tous les matins, j'en reçois une. Tous les matins. Elle a le temps de travailler entre 4h du matin et 11h. Et dans ma boîte mail, j'ai une nouvelle version de Dîner en ville qu'on donne aux acteurs. Et chaque jour, ils découvrent ce qu'elle a agencé avec beaucoup de minutie, beaucoup de précision et quelques surprises avec ce détail, ce plaisir de trouver la bonne phrase, que ça sonne. C'est vrai, c'est presque, oui, c'est le travail d'un compositeur aussi. C'est ça. Teresa, toujours Crémisy, nous dit Christine, pour retravailler à l'infini, elle a besoin que son langage n'ait pas l'air trop soigné à l'oreille et aussi à l'écrit. Il faut que ça soit souple et surtout véridique. Oui, je crois même que elle disait que si on voit trop le mot, si le mot est trop présent et qu'on voit le mot d'auteur, c'est pas supportable. Donc, tant que le mot ne disparaît pas pour faire apparaître ce qui est ressenti, la vérité de ce qui est dit ou écrit,
eh ben, ça ne va pas. Il faut que la chose émerge. Mais est-ce que ça peut être léger aussi? Ça peut être très léger. On s'amuse beaucoup. Vous vous amusez beaucoup? Oui. Ah, on rit beaucoup. Le nombre de fous rires que nous avons dans le travail, c'est un vrai plaisir. C'est un vrai plaisir. C'est une espièglerie, mais avec exigence, avec sérieux. Vous savez, c'est marrant de tout raturer. Ah, mais je suis sûr, mais... C'est super drôle. Hein. De façon très caricaturale, on peut vous associer à la douleur d'une certaine manière. C'est pas dans la douleur que les choses se font. Quand j'y arrive pas, oui, c'est la douleur. Mais à partir du moment où j'y arrive, c'est au contraire très léger, très gai, très heureux. Qu'est-ce que vous avez découvert de Christine en travaillant avec elle? Tout ce que je viens de vous dire, mais j'ai aussi découvert sa capacité d'être très à l'écoute. Quand on a décidé de faire ce projet, j'étais évidemment très heureux, mais en même temps très inquiet, en me disant, voilà, l'adaptation d'un de ces romans aurait peut-être été plus facile, parce que je savais un peu où on allait. Et en fait, c'est l'opposé. C'est une aventure humaine extraordinaire. Merci beaucoup, Richard Brunet. Je vous en prie. Tous les efforts de l'esprit et de l'écriture ont payé, puisque 10 ans après votre premier roman, l'année de vos 40 ans, donc paraît votre 7e livre, L'Inceste. On est donc en 99. Et là, il vous propulse sur le devant de la scène. Plus de 50 000 exemplaires vendus, traduits en 10 langues. Vous êtes invité sur les plateaux de télé. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que dans vos livres, comme dans les médias, donc votre parole détonne. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bouillon de culture, où parmi les invités, il y a Jean-Marie Laclavétine, lecteur, éditeur chez Gallimard, qui des années plus tôt avait émis un avis défavorable sur un de vos manuscrits. Et le moins qu'on puisse dire, Christine Angot, c'est que vous n'avez pas aimé le livre qu'il vient lui présenter à ce moment-là, et vous le lui dites. Pourquoi vous ne m'avez pas demandé à moi si j'avais apprécié ce livre? Parce que je vais vous le demander si vous voulez, mais bien sûr. Je ne l'ai pas apprécié. Vous ne l'avez pas apprécié? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas bien, et puis... il est tout à fait insupportable. Je comprends bien... bon, enfin, évidemment, là, c'est difficile, vous voyez, je ne savais pas si j'en parlerais ou non, mais là, quand même, c'est difficile de faire comme si on n'entendait rien, au bout d'un moment. Vous avez raison, je crois d'être sincère. Oui, non, mais c'est pas de la sincérité, c'est qu'on ne peut pas faire autrement. Donc là, quand même, faut pas continuer non plus de répéter comme ça sans arrêt que c'est bien, quoi. C'est bien. Et les critiques, etc. Non, ce n'est pas bien. Non, ce n'est pas bien. Non. Bon. Voilà. Bien, mais je veux dire, qu'est-ce qui vous a... C'est quelque chose qui vous a heurté? C'est le style, c'est l'écriture? Mais écoutez, précisément, il n'y a rien qui heurte. Vous trouvez que c'est un livre inutile? Ah oui. C'est ça. Il n'y a rien qui heurte. Tout va très bien. Tout va très, ça vous a pas amusé? Ah non. Pas du tout. Non. Et vous n'êtes pas retrouvé, justement, quand au début, les éditeurs vous refusaient? Je me suis tout à fait retrouvée dans le regard faux que peut avoir ce type d'éditeur, très certainement, qui est un homme de lettres, très certainement, mais qui n'est certainement pas un écrivain. C'est autre chose, écrire. C'est vraiment autre chose. Vous avez conscience, Christine, au moment où vous le lynchez comme ça publiquement, que vous cassez les codes de ce milieu de faux semblants, d'une certaine manière, de cette grande famille qui n'existe pas, mais vous détonnez, quoi. Quand ça concerne mon travail, tout ça, j'arrive pas à faire semblant. Quand je suis dans cette émission, ça fait 10 ans que j'écris et que j'ai pratiquement pas de presse et pas beaucoup de lecteurs. Je me dis super, c'est bien, tout ça, je vais avoir des lecteurs, enfin. Bon, et puis on me dit que lui, il sera sur le plateau. Je dis zut, je peux pas y aller sur cette émission, je vais être obligée de dire non. Et là, mon éditeur de l'époque, qui est Jean-Marc Roberts, me dit mais écoute, tu y vas et puis tu parles pas de ça. Je dis d'accord, super, j'en parle pas. Donc j'entre sur le plateau en me disant je suis calme, douce, gentille, pas agressive, parce que sinon, c'est contre mon intérêt. Et puis, au bout d'un moment, j'entends des choses où je me dis, non, mais j'ai quand même pas regardé toutes ces émissions avec Bernard Pivot en me disant, mais c'est pas vrai que j'entends toutes ces bêtises et que là, que je suis moi sur le plateau en train d'entendre ces bêtises, je dis rien. C'est plus fort que vous. Ben oui. Et les critiques sur vos livres à vous, comment vous les ressentez? Il y a les pros et les anti-Angot. Il faut choisir son camp.
D'ailleurs, l'écrivain Mathieu Lindon, qui vous consacre un grand chapitre dans son livre « Je vous écris », témoigne la violence des réactions que suscite Christine Angot, même à l'occasion d'une émission de télévision, fait désormais partie de son œuvre. Il a raison, ce côté-là, ça nourrit finalement votre œuvre, c'est presque une performance artistique. Je ne vais pas vous dire que ça compte pas, ça compte énormément, c'est très important. Que se passe-t-il? Je dis quelque chose. Est-ce que ça a une certaine... ça sert à rien? Évidemment que ça sert à rien. Mais c'est bien pendant les quelques semaines où le livre sort que vous ayez l'impression que ça sert à quelque chose. Et les critiques des éditeurs, hein, comment vous les vivez? Parce que je lisais par exemple qu'à un moment donné, on vous a refusé vos livres sur le thème elle parle toujours de la même chose, et notamment de l'inceste. C'est bon qu'elle passe à autre chose. Quand vous êtes écrivain ou que vous pensez que vous l'êtes, il y a la personne qui a les clés, là, non pas de la vérité, mais en tout cas de vous, écrivain, c'est l'éditeur. Alors évidemment, chaque fois qu'un éditeur vous dit ça, c'est très 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 violent, très violent. Aujourd'hui, ça ne vous empêche pas d'être distingué, notamment le prix de Flore en 2006 pour votre livre Rendez-vous. Les caméras de l'émission Paris dernière étaient là. Regardez ce que dit Philippe Solers après votre discours. Le prix de Flore 2006 a été décerné au premier tour de scrutin à Christine Angot pour son roman Rendez-vous, publié aux éditions Flammarion. L'idée étant que pour vraiment aimer un livre, il faut être capable de vivre ce livre. Voilà, ça intéresse quelqu'un? Le simple fait d'écrire... Non mais attendez, quoi, écoutez-moi! Le simple fait d'écrire implique la volonté de provoquer ses semblables pour être vomi par eux. J'ai toujours mis dans mes écrits toute ma vie et toute ma personne. Voilà, parce que c'est ça qu'il faut faire pour que les livres ressemblent à quelque chose. Elle a été attaquée d'une façon indigne. Et par qui elle a été attaquée finalement? Écoutez, donnez-moi le dossier de presse, je vais vous montrer le machisme, la misogynie. Machisme, misogynie, c'est ce que vous avez ressenti de ce milieu-là? Je sais pas, mais quand je vois ça, en tout cas, je me dis, mais je suis folle, quoi. Pourquoi? Quand je suis dans cette situation, je n'arrive pas à faire autrement que d'y croire, en fait. C'est ça, mon problème. C'est que j'ai vraiment une grande confiance dans ces histoires-là. Je suis pas du tout... voilà, j'y crois, je suis à fond, quoi. La plupart des gens sont là comme ils feraient autre chose. Ils y croient un peu, hein, mais bon, sans plus, quoi. Moi, j'y crois à fond. Et ça ne vaut que pour la littérature ou ça vaut pour d'autres sujets, cette... Chez moi? Ouais, chez vous. Que pour ça. Que pour ça? Que pour ça. Les histoires d'amour, ça vous met pas dans cet état-là, non. Ah non, bah ça, alors là, non. Non, je suis pas capable de me battre de la même façon. Non. Vous pouvez pas être partout. Un mot encore de littérature, si vous voulez bien. Quand un de vos éditeurs dit le problème de Christine, c'est qu'elle est plus célèbre que ses livres. Vous qui avez fait de la littérature votre absolu, est-ce que ça vous dérange que votre personnalité, finalement, passe parfois devant vos livres? Mais ça, de toute façon, moi, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas, mais... Bah, rien. Non, mais est-ce que ça vous dérange? C'est vrai qu'aujourd'hui, on achète le nouveau Angot. Depuis l'inceste, d'ailleurs, il y a votre photo, faite par les plus grands photographes. Alors là, pour le coup, on ne peut vraiment pas tout contrôler. Voilà, les choses, à un moment donné, elles prennent un tour. Vous voyez, l'émission que vous avez montrée, la claftine, tout ça, cette espèce de, quand je vous dis je suis folle, cette espèce de chose où je n'arrive pas à ne pas dire quelque chose que je ressens. Voilà, je n'arrive pas à ne pas le dire. Mais une fois que vous l'avez fait, ça vous expose. Quand ça vous expose, vous devenez aussi une personnalité ou un personnage. Et à un moment donné, l'éditeur, qui forcément est là pour vendre aussi vos livres, pour le faire partager, il l'utilise. Et donc, votre image est un argument. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des stratégies. Alors, je pourrais faire ça. Je pourrais faire des stratégies. Je pourrais dire, OK, je me le dis, je me le dis quelquefois, mais je me dis, OK. Et on me l'a dit aussi quelquefois. Non, il faut disparaître. Dire non, dis non à ci, dis non à lui, dis non à elle, etc. Bon, ne viens pas ici. Moi, on m'a dit de ne pas venir chez vous. tu peux pas aller dans cette émission où on va te dire de raconter ta vie alors que toi, tu écris et ça n'a rien à voir avec tout ça. Bon, j'ai dit, mais pourquoi je la ferais pas puisque je la regarde? Donc voilà, donc je suis là.
Après, advienne que pourra, peut-être. C'est ça. Vous ne vous posez pas 1000 questions, en fait. Vous faites ce que vous ressentez. Je me dis, advienne que pourra. Mais ce milieu-là, qui est le milieu dans lequel vous êtes, qui est assez élitiste, quand vous avez eu cette histoire avec Doc Gynéco, quelqu'un vous disait de ce milieu, crois-moi, sors avec quelqu'un de ton milieu, 45 ans, célibataire, je rigole, je grossis le trait, je force, mais c'est vrai, je te jure, sinon ça ne marchera jamais. Ça vous déclassait à leurs yeux. Pour beaucoup, ça ne leur convenait pas. Sauf que moi, je suis issue d'un couple de parents qui est déjà tiraillé, enfin qui appartient à deux milieux différents. Donc c'est moi, cette espèce de truc où il n'y a pas d'harmonie sociale. Pour nous parler de vous, on a demandé à un écrivain qui vous aime beaucoup et qu'on aime beaucoup, Philippe Besson, critique littéraire également, d'être avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Bonsoir Christine. Vous nous avez dit en préparant l'émission, je suis fou d'elle. Ah oui, oui. C'est-à-dire... Oui, je suis fou d'elle. Vous voyez comment je vois bien comment on peut être fou d'elle, mais racontez. Comme elle vous parle depuis le début de votre entretien, c'est-à-dire qu'il y a chez Christine comme ça quelque chose de profondément sincère. Elle vous dit ce qu'elle ressent, et puis en même temps on est toujours un peu inquiet parce qu'on a toujours peur qu'elle se mette en danger. Voilà, on a toujours peur pour elle. Voilà, elle s'offre, Christine. C'est-à-dire qu'il y a un moment, elle y va, et parfois les gens sont assez déroutés, désorientés. Et moi, ce qui me frappe et ce qui m'impressionne chez elle, c'est que elle est inclassable. C'est-à-dire qu'elle occupe vous en parliez là du monde des lettres, qui n'est pas un univers toujours très gentil, ni très accueillant. Elle occupe une place singulière et même une place unique. C'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre que Christine Angot comme Christine Angot. C'est ça. Voilà. Et pourtant, elle a voulu faire partie de cette famille. C'est-à-dire qu'elle a voulu à un moment être admise. Elle a écrit des livres, et puis on lui a dit non, et puis finalement on lui a dit oui. Et en même temps, cette famille-là, elle ne sait pas très bien comment se débrouiller avec Christine. Elle ne sait pas exactement où elle doit la placer. Or, on aime bien mettre les gens dans des cases, et elle ne sait pas faire ça, parce qu'elle résiste à tous les licoles, quand même. Là-dessus, Christine, est-ce que vous considérez faire partie de cette famille? Ou alors le terme, vous le récusez, famille? Non, ça non. En revanche, vous voyez, pour dire la vérité, il me semble quand même avoir vraiment de la chance, parce que ça me plaît aussi d'avoir dans mes amitiés des gens pour qui la littérature, ça compte, qui croient à ça. C'est ce que j'allais vous demander. Il se trouve que les deux témoins de votre émission, Philippe et Richard, sont tous les deux concernés par le milieu artistique et de très près. Il vous arrive d'avoir des amis qui sont... Un prof de tennis, par exemple, c'est possible? Tennis, non. Un footballeur? On se demande. C'est vrai. Non, footballeur peut-être, mais j'en connais pas. Mais je pourrais sûrement avoir un ami footballeur. Tennis, je pourrais pas, je crois. Est-ce que vous vivez en vase clos qu'avec des gens qui finalement ne sont que de votre milieu? Ah bah pas du tout alors. Vous dites non, Philippe, parce que... Ah oui, absolument pas. C'est-à-dire que c'est ça qui est très frappant aussi chez Christine, c'est que c'est quelqu'un qui, d'abord, qui vous écoute, qui n'a jamais d'a priori sur l'autre, et qui vous reprochera jamais d'appartenir à tel ou tel cercle ou à tel ou tel milieu social, évidemment. Elle a tellement justement souffert de la séparation sociale, de la violence exercée sur elle en raison de ses origines ou de son milieu, que jamais elle objectera ça à quelqu'un. Jamais. J'ai jamais vu justement quelqu'un qui est autant incluant. C'est-à-dire qu'elle a une qualité d'écoute et d'absorber l'autre qui est incroyable. C'est d'ailleurs en ça qu'elle est un grand écrivain. Et vous nous avez raconté, Philippe, qu'il y avait un véritable décalage entre l'image d'elle à la télé ou en public et ce qu'elle est vraiment. Mais oui, parce que de temps en temps, elle peut paraître comme ça, un peu brutale, un peu... elle assène, Christine. Il y a un côté, c'est comme ça. Voilà. Donc, on se dit, oulala. Et puis, de temps en temps, on se dit, elle est un peu absconce, un peu inintelligible. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, Christine? Là, maintenant, elle me perd. Bon. Et en même temps, c'est dans la vraie vie, dans le contact comme ça, elle est quelqu'un, justement, d'extraordinairement abordable, d'extraordinairement simple, de très joyeux. Drôle. Ah oui, c'est quelqu'un... Moi, je me marre avec Christine. C'est-à-dire qu'on se marre. Richard le disait tout à l'heure, mais on s'amuse. Donc
Mais c'est vrai que l'objet télévisuel, parfois, vous oblige à une certaine image. Et puis, c'est dur, la télévision, quand on va chercher des choses chez vous. Donc, elle se protège aussi. Elle a une habitude de se protéger. Parfois, elle se protège par une certaine dureté. Mais c'est pas du tout quelqu'un de dur. Ah, c'est même le contraire de quelqu'un de dur. Quelqu'un de sentimental, pour terminer? C'est la sensibilité par excellence. C'est un être sensible et c'est un écrivain du sensible, du sensoriel, du sensuel, du ressenti. Elle n'est que ça, que le sentiment. Ça vous va, j'imagine? Malheureusement, oui. Hein. Je ne peux pas dire non, c'est la vérité. Merci Philippe Besson. Merci. L'écrivain du sensible qui nourrit de ses histoires d'amour ou qui décrit des histoires d'amour dans ses livres. Marie-Christine dans L'Inceste, Pierre-Louis dans Pourquoi le Brésil, Doc Gynéco dans Le Marché des Amants. Il y a aussi des histoires d'amour des autres, celle de François et Sylvie dans Les Désaxés, de Billy et Hélène dans Les Petits. L'amour, ça rythme pas que votre écriture, ça rythme donc votre vie. Ça dit quoi de vous, ça? Le fait, j'allais dire, d'avoir enchaîné des histoires. La peur d'être seule? J'ai cherché. J'ai pas spécialement enchaîné, mais j'ai cherché avec qui je vais vivre, avec qui vivre. Comment faire? J'aimerais bien vivre avec quelqu'un, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qu'on aime et être aimé de quelqu'un. Enfin, être bien avec quelqu'un. Il y a une quête particulière chez vous. Vous racontez dans Pourquoi le Brésil que lors d'une lecture de votre livre, Quitter la ville, vous attendez à y trouver le grand amour. Le 13 septembre, je vous lis, sur 700 personnes, si la personne n'était pas là, alors ça voudrait dire qu'elle n'y serait jamais, parce que là, j'aurais donné vraiment le maximum, j'aurais donné ce jour-là tout ce que j'avais, et si quelqu'un devait tomber amoureux de moi, ça devait être ce jour-là. Il y aurait forcément sur 700 personnes, quelqu'un qui tomberait amoureux de moi ce jour-là, quelqu'un qui allait tomber raide amoureux, ça ne pouvait pas être autrement. Il y a une espèce de quête incroyable. Vous avez dans la tête toutes sortes de choses qui peuvent tout d'un coup, que vous pouvez choisir de pousser ou pas. Hein. C'est comme, voilà, d'un coup vous dites, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'être avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que être avec quelqu'un, ça veut dire pouvoir être soi-même avec quelqu'un. Bon, c'est tout simplement ça, c'est pas autre chose que ça. Et dans des moments de désespoir, de j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, vous dites, voilà, il doit être dans la salle. Oui, d'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est un petit instant, parce que vous savez très bien que de toute façon, il y aura pas dans la salle, il y aura pas. Aujourd'hui, est-ce que vous avez trouvé la personne? Je pense, oui. Oui, enfin, je suis avec quelqu'un avec qui j'arrive à être moi, en tout cas. Bien sûr. C'est lui, donc, Charlie? C'est un chemin, ça prend tellement de temps. C'est tellement bien aussi de faire ce chemin. Et puis, les gens avec qui vous êtes bien, comme lui, par exemple, il y a aussi des moments très pénibles. C'est comme ça. Et avec la petite fille qui vient de deux milieux et qui a donc deux pôles dans sa personnalité, il se trouve que, voilà, Charlie, comme Doc Gynéco, est noir. C'est aussi ça? C'est des descendants d'esclaves. C'est des gens qui savent ce que c'est, qu'on leur ait pris leur honneur à eux, comme on me l'a pris à moi, comme on l'a pris à leurs ancêtres, comme on l'a pris à sa grand-mère qui coupait la canne dans des champs de canne. C'est des gens qui savent que on peut rester très vivant, même si on est sous une domination, et que l'égalité, eh bien, on ne l'a pas toujours, voilà, et que ça ne vous empêche pas d'avoir une liberté. Lui, c'est ça. Comme toujours dans cette émission, Christine, on vous a demandé de nous écrire quelques mots de votre main pour les soumettre à l'œil de notre graphologue, Sophie de Richebourg. Elle sait qu'il s'agit d'une écriture de femme, elle ne sait pas de qui il s'agit, elle le découvre après avec la signature. Voilà ce qu'elle dit donc de votre écriture, sachant pas qu'il s'agit de vous. L'écriture est portée par un mouvement dynamique avec un trait appuyé et net. Il y a une dominante de verticalité et d'angle dans cette écriture, avec des gestes lancés, acérés, et également une marche de gauche tenue. Tout ça révèle une personnalité d'une femme combattante, énergique, qui ne cède pas à la facilité. C'est une femme qui a une forte personnalité, elle n'aime pas se sentir contrecarrée dans sa vie. Il y a un côté quand même, vous me suivez, c'est moi qui décide, c'est moi qui tranche. Elle a une perception aiguisée des faits et des personnes. Ses prises de position peuvent parfois être tranchées et assez péremptoires. Elle prend le risque de déplaire en tous les cas. C'est quelqu'un qui n'a pas peur, est sans doute très perfectionniste et très tenace et qui sait se défendre quand elle veut obtenir quelque chose.
Il y a un côté finalement assez masculin en dominante dans l'écriture, un côté garçon manqué. En tous les cas, comme disent les psys, il y a une prédominance de signes phalliques, ce qui ne l'empêche pas peut-être d'être féminine. Un masculin très fort, ça vous parle, ça? Ça m'encombre, en tout cas. Ça vous encombre? Oui. Oui, bien sûr. Pourtant, vous l'entretenez un peu dans... Ah non, alors? Les cheveux courts, le look, les vêtements sobres, noirs... Oui, un peu ça, parce que j'aime bien disparaître. Je me verrais pas avec des cheveux blonds, longs. Non, ça paraîtrait beaucoup trop. Je veux pas qu'on me voie, quoi. J'ai pas envie d'être vue, en fait. Et en même temps... J'ai envie d'être lue, j'ai pas envie d'être vue. On a parlé d'amour, on n'a pas parlé de l'amour filial. Hein. Celui-là, il est indispensable pour vous, l'amour maternel. Vous devenez mère d'une petite Léonore, donc, à qui vous dédicacez d'ailleurs beaucoup de vos livres. Je le fais plus maintenant, mais je l'ai fait, oui, sur plusieurs livres. Quand elle est née, Léonore, fruit de votre union avec votre premier mari, Claude, dont on a parlé, avec qui vous êtes resté 17 ans, vous avez raconté dans Interview, vous avez même écrit dans Interview cette naissance. C'est une fille. Il la pose sur mon t-shirt blanc, Claude s'approche, il lui caresse la tête, et moi je l'embrasse. Elle est gluante, elle est noire, elle poisse, elle est belle. Elle est l'intérieur de mon corps à la vue du monde. Elle est incroyablement belle. Je l'aime, je l'embrasse et je la caresse. C'est la première fois que j'aime à ce point. Je vais vite m'habituer à cet amour. Je ne pourrai plus m'en passer. Je pourrais dire que j'ai connu l'amour. J'étais dans un plaisir éternel qui ne s'est plus retrouvé. C'est très particulier, hein, l'amour pour un enfant. Hein. Très particulier. Hein. C'est très profond et ça renforce, oui. Quelle mère vous êtes, vous, Christine? On se parle beaucoup, on est très proches l'une de l'autre et la confiance, j'ai très confiance en elle et je pense qu'elle a confiance en moi et ça c'est, je sais pas, beaucoup de respect. Franchement, là, il n'y a pas de problème. Léonore, vous lui avez raconté votre histoire oui. Par des mots ou elle les a lus? Ah non, bien sûr. Non, parce que c'est aussi la sienne, évidemment. Hein. Donc vous avez mis des mots dessus. C'est des choses qui se transmettent, c'est des affaires de génération. Donc c'est très important qu'elle connaisse l'histoire de ce qui l'a précédé, bien sûr. Et pourquoi est-ce qu'elle ne connaît pas son grand-père, voilà, par exemple. Merci Christine. Merci à vous. On va débriefer rapidement. Merci à vous. Je vous l'ai dit en début d'émission, c'était une des émissions que j'appréhendais le plus, et c'était celle presque qui a été la plus facile à faire, en fait. C'est vrai? Ouais. Bah ouais, parce que... Pourquoi? Il suffit de vous accompagner, en fait. Vous savez où vous allez. Vous avez réfléchi tellement à tout ça. Petite appréhension quand je vous ai passé l'archive du début, où vous quittiez le plateau de Thierry Ardisson. Je me suis dit, oh là, c'était peut-être pas le bon démarrage, parce que j'allais vous braquer, en fait. C'est vrai que c'est un très mauvais souvenir, ouais. Mais je me suis dit que j'allais vous braquer pour le reste de l'émission, puis finalement, non. Vous êtes venu, vous vous êtes dit, je joue le jeu, en fait, c'est ça? Bien sûr. Encore une fois, je vous ai dit, je connais l'émission, donc je ne vais pas faire, mais comment? Qu'est-ce que c'est? En plus, je trouve ça... Et puis, pour vous dire la vérité, bon, évidemment, c'est une émission de télé, bien sûr. Hein. C'est tellement génial, la psychanalyse, que même d'apporter ce message-là à travers une sorte de jeu... Bien sûr. Évidemment, bien sûr, c'est un jeu. Une espèce de représentation comme ça... Bon, je suis heureuse de le faire, même sous cette forme-là. Voilà, c'est tellement extraordinaire. Ça se termine toujours par la même phrase, pour vivre heureux, et vous complétez. Oui, c'est vrai. Ah oui. Mais vivons. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Merci infiniment, Christine Angot. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.
Découvrez le podcast Déraciner des ailes pour s'envoler, s'enraciner. Déraciner des ailes, le podcast, disponible sur toutes les plateformes.